9 ans de vie nomade, passionnée par le voyage. Une femme forte, pleine d'énergie, une Wonder Woman totalement coupée de son corps et de ses émotions. J'accueille aujourd'hui Myriam, qui est passée de la femme qui ne ressent absolument rien à une femme pleine de sensibilité et de couleurs qui s'est reconnectée à son féminin. Dans l'épisode, je mentionne à plusieurs reprises le témoignage de Myriam. Sache que tu peux retrouver son témoignage de l'aménorrhée et de la boulimie dans la playlist Nos cycles, un témoignage qui vient parfaitement compléter la conversation du jour. Tu retrouveras le lien de cet épisode Nos cycles dans la barre de description de l'épisode que tu es en train d'écouter en ce moment. Bonjour ou bonsoir, je te souhaite la bienvenue sur le podcast Éclosion. Je suis Alexandra Portail, naturopathe, utopiste réaliste et fervente défenseuse du cycle féminin. Éclosion, c'est des conseils, des partages, des discussions, mais surtout un endroit où on se retrouve, toi et moi, et parfois avec mon invité, pour un moment en douceur et en toute authenticité. Je te souhaite une très belle écoute. Bonjour Myriam, bienvenue pour la seconde fois sur le podcast Éclosion. Déjà, je te remercie de m'accorder pour une deuxième fois ce temps, puisque pour les personnes qui n'ont pas encore écouté, tu as déjà partagé précédemment et plus particulièrement un épisode de Nos cycles sur la période, donc sur la playlist Nos cycles, un épisode dans lequel tu nous partages avec vraiment plein d'authenticité ta période d'aménorrhée dont tu as souffert pendant plusieurs temps. Et aujourd'hui, j'aimerais que l'on parle avec toi, que l'on discute ensemble entre filles d'un sujet que tu as mentionné aussi dans l'épisode que tu as enregistré toute seule sur la playlist Nos cycles. Mais j'aimerais qu'on aille un peu plus loin en profondeur. Mais avant, petite question rituelle du podcast, comme je les aime, est-ce que tu peux nous dire comment tu vas réellement, là, ici et maintenant? Ça, c'est une bonne question. Ça va. Je suis heureuse d'être là. Donc, je suis à Denver, dans le Colorado. Et là, on est avec le projet de s'arrêter pour 1 an. C'est énorme. Pour moi, ça fait 9 ans que je suis nomade. En 9 ans, je me suis arrêtée une fois 9 mois et une fois 7 mois. Donc là, c'est un gros pas. Et du coup, là, on est en recherche d'appart, enfin de petite maison, on espérait. Donc c'est un peu de stress quand même, mais c'est très excitant parce que c'est complètement un nouveau chapitre dans ma vie. Enfin moi là, acheter des meubles, enfin, ça m'est jamais arrivé, j'ai l'impression, tu vois. Je sais plus ce que c'est que de vivre quelque part. Donc c'est excitant, mais c'est un peu stressant quand même. Voilà, c'est comment je me sens en ce moment. Qu'est-ce qui est stressant? Est-ce que tu crains de te sentir un petit peu pieds et poings liés et emprisonné, de perdre de ta liberté? Est-ce que c'est ça qui te stresse un petit peu? Ou c'est autre chose? Non, non, parce que je pense que après tellement d'années à être nomade, je sais que c'est vraiment le moment que je me pose pour pouvoir focus dans mes projets. Parce que le voyage et le vagabondage, c'est génial, mais du coup, c'est très compliqué d'avoir une routine et de pouvoir vraiment focus pour des projets. Donc, je sais que c'est le moment. Oh, non, c'est juste, en fait, je suis tellement en dehors de ma zone de confort, quoi. C'est-à-dire que visiter des appartes, avoir à montrer des fiches de paye qu'on n'a pas en plus, parce que ce soit mon mec ou moi, on a des boulots très alternatifs, donc on n'a pas de fiches de paye. Donc c'est juste tous ces petits détails, tu vois, où je suis là, oh putain, mais renvoyez-moi faire le tour du monde en stop, et je m'en sortirai beaucoup mieux que de trouver un appart. Voilà, je suis juste très en dehors de ma zone de confort, quoi. Mais c'est cool, hein, c'est comme ça qu'on grandit et qu'on évolue. Mmh. Et donc ça fait 9 mois que tu vagabondes. Est-ce que tu peux nous dire quel âge tu as là, en ce moment? On est en octobre 2022. Oui, ça fait 9 ans que je suis nomade. Pardon, Donc, 9 ans, oui, j'ai dit oui. 9 mois, non, c'est 9 ans pas, que je voulais dire. pas de souci. Donc j'ai 33 ans. Voilà, j'ai 33 ans et donc ça fait 9 ans que j'ai cette vie nomade parce que ça fait 9 ans que je fais la saison de la weed en Californie. Donc je travaille 2 mois très intenses et je fais mon cash pour l'année, quoi.
Après, voilà, en étant nomade, donc j'ai pas de loyer à payer. Enfin, mes premières années, en plus, je voyageais toute seule, donc c'était beaucoup de stops, beaucoup de couchsurfing. Donc voilà, je pouvais étirer l'argent sur de nombreux mois parce que j'étais très 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 minimaliste. Mmh. Et donc ce besoin aujourd'hui de t'enraciner un peu plus, il est alimenté par, des projets qui nécessitent un peu plus de stabilité, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Ben, donc l'année dernière, on s'est posé 2 mois et 2 mois, donc ça m'a permis de créer mon site internet et j'ai aussi commencé un podcast, Croquer la vie. Donc voilà, et donc là, ça fait 3 mois qu'on est de nouveau en grosse vadrouille. On a refait tout le tour des États-Unis, donc impossible de faire quoi que ce soit pendant ces mois-là. Donc ouais, là, je sens à quel point j'ai vraiment envie de concrétiser. On- en fait, passer plus de temps pour mon projet avec mon site internet, c'est de commencer des coachings. Mon projet avec le podcast, c'est que je pense que j'ai appris beaucoup de choses. Croquer la vie, il y a le côté avec tous mes voyages, mais bien évidemment, il y a mon expérience de boulimie, hein, qui m'a fait, enfin, me sortir de la boulimie m'a appris tellement. Donc voilà, c'est des choses où j'aimerais passer plus de temps pour pouvoir le communiquer à plus de monde. Voilà, donc je sais que et puis je pense que le couple aussi maintenant ça fait 5 ans qu'on est en couple, ça a été, moi j'ai été célibataire toute ma vie et j'adorais ça et vraiment je pensais que je finirais ma vie, célibataire avec des amants ici ou là, mais c'est tout quoi. Je voyais pas comment est-ce que je pouvais accepter, de partager mon pouvoir de décision et je l'ai fait et du coup maintenant je pense que, euh, l'espèce de grande aventurière, cette vision que j'avais de la femme indépendante et tout ça, ben en fait, elle est balancée maintenant par l'idée que bah ouais, mais en fait non, la femme indépendante est super forte, elle peut aussi avoir un cocon, elle peut aussi se poser, elle peut aussi avoir besoin de soutien. Et donc je pense que c'est un peu là où je suis. J'ai commencé même à avoir envie d'être mère. Alors ça c'est la putain de surprise du siècle, quoi. Franchement. Mais ouais, là, donc ouais, les choses évoluent, hein, on grandit. Ouais, bah, justement, ouais, c'est un peu alors je dis pas que c'est, une fin en soi de ressentir cette envie d'être maman parce que même moi, c'est quelque chose que je ne ressens pas forcément tout de suite en tout cas. Mais néanmoins, connaissant très légèrement ton histoire, parce qu'on a déjà un petit peu échangé ensemble dans voilà, pour la préparation aussi de l'épisode que tu as déjà, réalisé sur la liste NoCycle. Tu as parlé de boulimie, tu as parlé aussi du fait que tu as été très longtemps complètement déconnecté de ton féminin, en fait. Hein, et donc là, cette sensation d'éventuellement ressentir le besoin d'être maman, donc en tout cas l'envie d'être maman, ça montre bien que tu te reconnectes de jour en jour toujours un petit peu plus de ta féminité. Alors, sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, tu nous as rappelé là que tu as souffert de boulimie. Donc, tu as souffert, je fais un très très rapide résumé de ce que tu as déjà partagé précédemment, mais donc tu as souffert d'aménorrhée, donc d'absence de menstruation durant ta période de boulimie. Et malgré ta guérison de la boulimie, ta période d'aménorrhée a continué, c'est poursuit en fait. Alors, c'est un peu l'inverse, en fait. C'est-à-dire que mes règles sont revenues alors que j'étais encore boulimique. Et c'est là où, voilà, mon aménorrhée s'est arrêtée avant ma boulimie. Et voilà. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que elle s'est arrêtée au moment où j'ai décidé de m'installer avec mon mec. Oui, Voilà. c'est ça. Et moi, j'avais en tête que tu t'installais avec ton conjoint après cette sortie de la boulimie. Non, c'est pas ça, effectivement. Mais en tout cas, le fait que finalement ta période d'aménorrhée a certainement été aggravée, causée, engendrée initialement, on ne sait pas, mais en tout cas aggravée par peut-être la boulimie, mais pas que la cause n'était pas là, puisque effectivement tu as retrouvé tes menstruations alors que tu souffrais encore de troubles du comportement alimentaire. Et il y a eu un autre élément déclencheur qui a été bah, de te reconnecter à ton féminin et surtout de te retrouver à deux. Tu m'as dit une phrase qui est assez poignante, je trouve, et que je vais te laisser te développer un petit peu. C'est tu m'as dit me mettre en couple, c'était m'autoriser la douceur, déposer les armes, comme je dis souvent, puisque je passais de je ne compte que sur moi-même en mode Wonder Woman, complètement déconnectée de mon corps, de mes émotions, à on avance à deux.
avec un réapprentissage du sentir et laisser de la place à mes émotions. Et peut-être effectivement que ça a été d'une grande aide derrière pour la suite. Est-ce que tu peux du coup nous raconter un petit peu ce fameux déclic et cette vie à deux qui a été, j'imagine, un gros chamboulement dans ta vie? Ouais. Non, c'était vraiment pareil, ça, je m'y attendais pas du tout. Donc quand je m'installe avec mon chéri, ça fait déjà 4 ans que je suis complètement nomade, à voyager constamment. Je passe en Californie, je fais mes sous, je voyage. Donc je suis vraiment en mouvance constante et je vois pas comment est-ce que je pourrais être différemment. Mais même avant de voyager, j'ai toujours été une personne super forte. Voilà, mes amis, on me décrit que je suis quelqu'un de fort, de toujours de bonne humeur, quelqu'un qui a l'énergie pour porter 10 personnes s'il faut. Et c'est vrai que c'est un peu ma personnalité, bien sûr, mais tu sais, c'est aussi ce danger parfois quand on se définit d'une façon et du coup, on ne sait pas comment être différemment que cette définition qu'on a de nous-mêmes. Et donc moi, j'avais aucune idée de comment être différemment que cette nana qui va toujours bien. Et d'ailleurs, je ne me rendais pas compte qu'il y avait un problème, en fait. Je me rendais pas compte que c'est pas très normal d'aller toujours bien, en fait. Que normalement, il y a des émotions qui sont censées passer par là. Donc moi, en fait, c'est grâce à un atelier de développement, de communication non violente. Un jour, avec un atelier de communication non violente, je me suis rendu compte que je ne sentais rien. Parce que tu sais, en communication non violente, à cette étape, donc tu regardes la situation sans jugement, puis tu laisses aller ton jugement sur la situation, et puis tu dois décrire tes sensations physiques. Et là, moi, j'étais décrire mes sensations physiques, mais de quoi tu parles? Vraiment, j'étais complètement buggée. Et là, mon pote, il me dit, ben, tu vois, le cœur qui bat plus vite, la respiration qui est saccadée, enfin, tu vois, ce genre de truc. Et moi, j'ai là, aucune idée de quoi tu parles. Donc ça a été un premier déclic. Je me suis rendu compte, j'ai fait, ah non, mais il y a un vrai problème, en fait. Il y a un vrai problème. Je suis complètement dissociée de mes émotions. Je ne sens rien dans mon corps. À Donc ce ça, c'était moment-là, 2000. tu n'étais pas avec ton conjoint. Non, absolument, non, je l'avais même pas encore rencontré. C'était 2014, je partais pour mon premier voyage. Je partais en Inde pour mon premier voyage en sac à dos avec vraiment cette grande idée de je vais partir toute seule avec mon sac et je vais me sortir de la boulimie. Alors qu'en fait, ça marche pas comme ça. Parce que ce voyage, alors je pense que j'avais besoin de me prouver beaucoup de choses, mais c'était des voyages où j'étais d'autant plus la Wonder Woman, la nana qui part à l'autre bout du monde toute seule. Après, j'ai commencé à voyager en stop et tout. Donc, en fait, c'était génial, mais j'étais d'autant plus dans ce personnage de la Wonder Woman qui a besoin de personne, qui peut tout faire toute seule. Et donc, du coup, ma boulimie avait clairement ralenti comparé à mes années à Paris où c'était de l'anarchie. Mais c'était quand même là, quoi. Et en fait, c'est vrai. Alors, le déclic avec mon conjoint, on s'est retrouvés à voyager tous les deux. Donc, c'était la première fois que j'acceptais de voyager avec quelqu'un. J'ai fait, allez, pourquoi pas. Lui, c'est mon amant californien. Ça faisait 3 ans qu'on se connaissait déjà, que je passais en Californie. Je le voyais une fois par an. Donc j'ai fait bon, allez, il est cool, on va aller voyager ensemble. Et on a fait une semaine de silence. Moi, c'était ma deuxième semaine de silence de ma vie, donc dès le début, j'étais vraiment bien, quoi, parce que c'est compliqué la semaine de silence. Mais là, c'était la deuxième fois, donc je savais ce qu'allait se passer, on va dire. Et donc j'étais trop bien, et j'ai eu l'illumination. No kidding. Ben, ça, j'en parle dans un de mes podcasts. Je sais pas si c'est ma glande pinéale qui s'est activée à force de tellement de méditation et de ce que tu veux, mais j'ai eu l'illumination. Je me suis dit, ce mec-là, je le suis. Je sais pas ce qui se passe, je sais pas ce qu'on fait, mais je le suis. Et donc, quand je suis sortie du monastère, on a eu une petite discussion et je lui ai dit, écoute, la prochaine saison de la weed, je viens et je vais rester. Et je pense qu'on devrait vivre ensemble. Comme ça. Ah Et il oui. m'a regardé. Alors, ouais, mais alors, je savais qu'il m'aimait beaucoup aussi. Voilà. Que cette situation de la Frenchie qui passe une fois par an, ça lui allait, mais je pense que quand même, ça lui aurait plu qu'on ait voilà, une vraie relation. Donc, et il m'a dit, ben, carrément. Et voilà. Et donc, du coup, j'ai débarqué avec un visa touriste aux États-Unis 5 mois plus tard. Et je suis restée 2 ans sans papier. Et c'est là que, donc, dès que je me suis installée avec lui, au moment où j'ai vidé mon sac à dos qui était ma maison depuis 4 ans et demi, quand j'ai vidé mon sac à dos dans ces tiroirs, quelques jours après, j'avais mes règles. Et qu'ils sont restés. Parce que d'ailleurs, c'est ça qui est drôle. Pendant les 2 mois où on a voyagé ensemble en Thaïlande, j'ai eu mes règles aussi. Pendant 2 mois, je suis là, mais what the fuck, c'est quoi ce truc? Mais après la Thaïlande, lui est retourné aux États-Unis et moi, je continuais un autre voyage. Donc, j'avais juste eu 2 mois de règles comme ça, un peu au hasard. Donc, j'avais pas fait le lien, tu vois.
Et c'est après, quand je me suis installée chez lui, que mes règles sont revenues, j'ai fait ah oui non mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça, ce mec, c'est ce dont mon corps a besoin. Mon corps là, il me dit mais suis-le, tu vois. Et donc, Excuse-moi, vas-y, je te laisse terminer, excuse-moi. juste voilà, non, je vais juste finir. Donc ça, j'avais encore. Donc ça, c'était la fin de 2017. Donc j'avais encore des problèmes de boulimie et ma boulimie s'est arrêtée janvier 2020. Dans ce voilà, plus ou moins d'un coup, mais même s'il y avait eu un très très long process, mais ouais, 2 ans plus tard, ma boulimie s'est arrêtée. Ouais, enfin je m'en suis sortie quoi. Je vois 2 symboliques dans ton retour de cycle. C'est, la première, en fait, quand on souffre d'aménorrhée, quand on s'intéresse un peu à la symbolique de l'aménorrhée, c'est, bah, l'aménorrhée, c'est ne plus saigner, donc c'est une retenue de flux, en fait, hein, naturel, que l'on retient, que l'on bloque, donc une notion d'hyper-contrôle, couper de ses émotions, justement, maîtrise de soi, maîtrise de son masque, totalement coupé de ses sensations. Et là, c'est comme si cette personne, donc là pour toi, ça a été ce déclic, ça a été ben, de trouver cette personne-là. Pour d'autres femmes, le déclic, il est ailleurs. D'ailleurs, moi, ça fait écho avec un autre déclic que j'ai vécu. Mais cette notion de je libère, je lâche les armes, je me sens en sécurité, donc j'ouvre les portes. Et dans ces portes, c'est un peu les portes de l'utérus et donc le flux qui enfin peut ressortir. C'est la première chose qui me vient en tête. La deuxième chose, c'est que l'aménorrhée aussi, eh bien, c'est forcément un cycle de manière très naturelle. Il sert à quoi? Il sert pas à rien, il sert à se reproduire en fait. Donc c'est comme si d'avoir trouvé cette personne-là, toi, comme tu l'as ressenti, tu te dis mais je sais pas ce qui se passe, mais lui, il faut que je suive, c'est bon, il faut que je suive. C'est un peu comme si ton cerveau, il s'était dit, ok, c'est peut-être avec cette personne-là que tu vas pouvoir éventuellement, on va dire, te reproduire. Et donc, encore une fois, il t'a donné les armes et les outils pour pouvoir le faire. Et donc, ton cycle est revenu pour éventuellement, derrière, bah, créer plus de choses avec ce deuxième être qui a rejoint ta vie. Donc, c'est assez fort, je trouve, comme symbolique. Et ça montre à quel point on a beau maîtriser plein de choses et dans les épisodes de nos cycles, c'est très important parce que toutes les histoires qui sont racontées, on voit qu'il y a plein de types d'aménorrhées, aussi nombreuses que les personnalités des femmes qui en souffrent. Et puis après, les protocoles, les outils, les choses qui sont mises en place, il y a effectivement des choses très physiologiques, nutritionnelles, etc. Mais il y a aussi un autre aspect qui est très émotionnel et lui, il est très fluctuant et très spécifique à chacune des personnes. On vit toutes en fait une sorte de déclic quand on fait quand je prends un peu de recul et que je m'intéresse à l'histoire de chacune des femmes qui a retrouvé son cycle. Généralement, il y a toujours un déclic émotionnel derrière qui est à chaque fois très individuel et spécifique. Et je pense que c'est important parce que parfois, il y a beaucoup de femmes qui mettent beaucoup de choses en application, très protocolées. Elles maîtrisent tout, mais elles sont encore dans la maîtrise. Bah Et il oui. y a pas, il manque et pourtant elles continuent à souffrir d'aménorrhée parce que parfois c'est bien, c'est la première partie de la recette, mais derrière il manque l'ingrédient qui fait le lien et qui fait finalement tout, l'épice qui manque au plat pour que le plat il soit différent d'un autre plat. Et bon, c'est une petite comparaison que je fais pour donner un peu d'image, mais c'est ça en fait. Et il n'est pas facile à trouver cet équilibre parce que, enfin, ce déclic parce que en fait, il se maîtrise pas lui, contrairement à plein de choses qui se maîtrisent. Ça arrive et comme ça en fait. Je pense que c'est ça. Moi, le truc, c'est que ça m'a montré à quel point notre corps est complexe et la façon dont nos émotions jouent sur notre corps physique et le corps physique joue sur nos émotions et nos énergies. Moi, je suis très inspirée par la médecine orientale, voilà, tout ce qui est médecine chinoise, Ayurveda, tout ça. Et je trouve qu'ils ont une compréhension du corps bien plus complexe que notre médecine occidentale. Et parce que c'est ça, en fait, c'est-à-dire qu'il y a tellement de choses que notre mental ne contrôle pas, et du coup, essayer, il y a plein de choses où essayer de s'en sortir avec le mental, ça va pas marcher parce que justement, le problème, il est ce mental, il est cette façon dont on se voit et dont on contrôle et tout ça. Ben, moi, tu vois, quand j'ai fait ma première semaine de silence, ça a été vraiment un truc fort, fort, fort. J'ai failli partir, hein, parce que c'est assez violent. Mais c'est vrai parce que tu as ce truc où
plus tu veux méditer, moins tu médites. Et c'est très frustrant. Et c'est très frustrant, surtout quand tu es une personne comme moi, très dans l'action, très dans, il y a un problème, j'ai une solution, bim, bam, boum. Et là, ça marche pas du tout comme ça, la méditation, tu vois. Donc, ça a été un- une très chouette expérience. Je pense que j'en suis vraiment sortie avec une compréhension de moi-même un peu différente. Mais oui, c'est un exemple que je donne souvent. Il y a plein de choses comme ça où plus tu veux le faire, moins ça va fonctionner. La boulimie, par exemple. Alors, moi, je dis souvent, je m'en suis sortie un peu, je sais pas trop comment, même si bien sûr qu'il y a eu tout un long process. Par exemple, ces 2 ans où j'étais avec mon conjoint et où j'avais encore de la boulimie. Déjà, par exemple, on avait mis en place ce truc où quand je faisais une crise, je lui disais, alors je l'ai pas tout le temps fait, hein, on sait comment on est, mais déjà il y avait ce process, tu vois, où j'en parlais de plus en plus, mais quand même, le truc où je m'en suis sortie, le truc où j'ai eu le déclic, j'ai fait ça y est, c'est fini, c'est quand on s'est enfin barré des États-Unis parce que j'en avais marre d'être là-bas sans papier. Donc on a passé la frontière terrestre États-Unis-Mexique et on a traversé tout le Mexique parce qu'après on allait en Europe avec le chien en plus. Donc prendre des bus de 12 heures avec le chien, trouver des hôtels avec un chien, même s'il est petit, c'est la galère. Donc ça a été un mois intense, plein d'amour, super beau parce que quand même on était là, vas-y, on se casse en Europe, on n'a aucun plan, mais on y va, tu vois, mais plein de challenges. Et en fait, à la fin de ce mois, donc on était à Cancun, on allait prendre l'avion pour aller en Europe. Donc on allait arriver chez ma mère au bout d'un moment. Donc je me visualise vomir chez ma mère comme toujours. Et là, je dis mais attends, mais c'est quand la dernière fois que j'ai vomi? Et je me dis mais attends, mais c'est quand la dernière fois que j'y ai pensé? Et j'ai su. J'ai su, c'était fini. Et en fait, c'est juste ça, c'est que pendant ce mois, il a été si intense, j'ai pas eu le temps d'y penser. Et en fait, c'est ça un peu parfois le problème avec les addictions, les TCA, mais n'importe quelle addiction, c'est que on en fait ce truc énorme, tabou, terrible, et donc ça crée en fait dans notre matière grise les chemins neuronaux de plus en plus profonds qu'on est boulimique, et c'est comme ça. Et même si on veut, en fait, c'est vraiment un truc très complexe. C'est-à-dire que bien sûr qu'il faut mettre en place des choses parce que voilà, il y a un problème, il faut le regarder en face. Mais souvent, l'élément clé à la fin, c'est quelque chose qu'on contrôle pas. C'est un moment où on lâche prise. Moi, c'est vraiment ce que ça m'a appris, me sortir de la boulimie, c'est le lâcher prise. Mmh. En fait, la problématique, c'est qu'après tant d'années, on s'identifie totalement à la maladie. On est la maladie et donc on ne peut pas imaginer être, autre chose et quelqu'un d'autre que, par cette maladie-là et c'est ça qui rend difficile, la guérison. C'est parce que finalement, si on n'est pas ça, on est quoi? Et ne pas savoir qui on est, ça fait encore plus peur que de se dire: «Je suis boulimique, je suis anorexique, je suis, mais même je suis atteinte de cancer». C'est le cas pour toutes les pathologies. Au bout d'un moment, on s'y identifie et ça devient notre identité. Hem et c'est encore plus dur derrière de s'en détacher et toi donc, est-ce que tu pourrais, enfin, qu'est-ce qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu penses être totalement sortie de est-ce que tu penses d'ailleurs être totalement sortie de la boulimie? Petit intermède musical pour te rappeler que ce podcast, réalisé sur mon temps libre, est et restera gratuit, indépendant et sans publicité, sauf la mienne. Alors n'hésite pas à le partager autour de toi en le dorant de 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. Tu peux aussi le soutenir pour la somme d'une infusion sur mon compte Tipeee. Merci à toi et je t'invite à reprendre le fil de notre discussion. Ouais, ouais, ouais. Parce que quand même, je précise pour la vérité vraie. Donc après ce moment où j'ai eu le clic à la fin de traversée du Mexique, je pense que sur l'année qui a suivi, ou peut-être les 6, 7 mois qu'on suivi, j'ai dû vomir, pas faire une crise, mais j'ai dû vomir peut-être 6 fois, quoi. Tu vois, il y a eu des petits moments où c'est revenu, mais je savais que c'était genre que l'onde, tu vois, l'écho de la fin. Et mais par contre, du coup, voilà, oui, c'était donc c'était en 2020, donc il y a 2 ans, donc ça fait vraiment plus d'1 an et demi que j'ai pas du tout vomi. Et puis surtout maintenant j'ai une relation saine à la nourriture, mais c'est incroyable. Mais c'est incroyable. Je mange ce que je veux, je mange que quand j'ai faim, quand j'ai plus faim, je le sais. Euh, Mon corps me dit, tu vois, alors bien sûr que j'aime toujours les fruits, je mange plus de viande et ce genre de trucs, mais tu vois, hier on est allé dans un restaurant italien, j'ai mangé un plat de pâtes trop bonne et tout, j'étais là putain, mais moi j'y pense parfois, je me dis mais c'est fou,
c'est fou que j'ai passé 12 ans à être incapable de vraiment savourer la nourriture. Mais mon mec, c'est un foodie aussi. Il aime beaucoup la bonne bouffe. Donc ça a été un peu la réconciliation aussi. Et donc tu n'as aucune pensée négative, de culpabilité vis-à-vis de ce que tu manges, quelle que soit la chose que tu manges? Ouais, quelle que soit la chose que je mange. Et après, avec mon corps, parce que alors, moi, le truc aussi, donc j'ai vraiment un peu le corps standard de la norme. Tu vois, je suis une nana qu'on dirait bien gaulée. Donc c'est toujours un peu tricky parce que je sais à quel point j'aime bien mon corps quand même. Et je sais qu'à quel point il y a quand même un truc dans ma tête. Donc je suis complètement relax avec ce que je mange. J'ai pas de pensée culpabilisante parce que je pense que mon métabolisme, maintenant je sais de quoi j'ai envie. J'écoute mon corps et mon métabolisme, il est ce qu'il est. Mais ça, c'est encore le dernier point, je pense que j'ai encore un peu à régler. Je l'aime bien quand même, mon corps. C'est-à-dire que ça me ferait chier si j'avais quelques kilos en plus. Donc ça, c'est le dernier point sur lequel je sais que j'ai encore à travailler. Mais par contre, du coup, ouais, non, je mange ce que je veux ouais, non, il y a plus de culpabilité parce que je vois qu'en fait, mon corps bouge pas. Je vois qu'en fait, si je m'écoute, ben, mon poids, il est stable, quoi. Mmh. OK. Donc malgré tout, si jamais cette relation complètement, relaxe avec l'alimentation, devait t'amener, une modification corporelle, là, ça reste, la grosse inconnue, du moment. Tu ne sais pas comment tu Absolument. réagirais concrètement. C'est ça. Mmh. Oui, oui, ben, la Je grossophobie est une réalité dans notre société, hein, et Mmh. c'est bien de s'en rendre compte. Voilà, moi, c'est ça, j'en suis à ce niveau-là. Je pense que je me rends compte, mais il y a encore un peu de boulot à faire, quoi. Mmh. Bah, moi, je pense que ça restera toujours un terrain. Alors, c'est pas du tout fataliste et pessimiste, hein, comme message, mais c'est réaliste, je pense. Ça restera toujours un terrain un petit peu fragile, comme une plaie qui est certes guérie, mais légèrement rosée, tu sais, et un peu plus sensible au passage d'un chiffon doux qu'une autre partie du corps qui est complètement, voilà, qui est sans plaie. Et je pense que c'est le cas pour tout type de troubles du comportement alimentaire qui ont été suscités par de l'hypercontrôle, etc. Et l'hypercontrôle de son corps et l'image du corps qui reste quand même quelque chose de très importante. La différence, c'est que quand on se dit guéri, on a cette conscience et ce recul qui nous permet de nous dire ok, attends, c'est complètement ridicule de se gâcher la vie pour une histoire d'image, je vaux bien plus que ça, je ne suis plus la maladie, elle n'est pas je serai plus forte qu'elle. Donc il y a ce détachement de la maladie et cette prise de conscience qui fait que on est beaucoup plus vigilante. Néanmoins, même moi, hein, je m'inclus dans la chose, hein, et pourtant ça fait aussi quelques années que je me dis sortie de l'anorexie. Pour autant, le regard sur le corps, j'ai beau me dire que j'en ai absolument rien à faire, si je suis complètement honnête, j'en ai pas rien à faire non plus. Enfin, je le regarde mon corps en fait. Et à partir du moment où on a un regard posé sur son corps, on a forcément une sensibilité à ce à quoi il ressemble en fait à l'instant T et l'inconnu de à quoi il ressemblera demain. Et le corps, il évoluera, même chose avec l'âge, en fait, hein, sans parler de poids. L'âge fait que notre corps ne sera plus jamais identique à ce qu'il a été. Mais voilà, je pense que c'est un terrain qui restera, à mon avis, en tout cas pour ma part, sensible à tout jamais. Après, c'est une histoire de conscience, de se dire, ok, c'est bon, j'en ai conscience, je suis fragile sur ce point-là. Je suis d'autant plus fragile que j'ai besoin de m'accorder encore un peu plus d'attention et de bienveillance et de me laisser aussi le droit à ressentir des choses qui sont normales en fait. Oui, absolument. Oui, oui, et de pas se culpabiliser. Pas se culpabiliser. Je pense que C'est ça, et pas forcément se dire: «Ah non, si je ressens ça, ça veut dire que je suis retombée dans la maladie». Non, je pense qu'au contraire, c'est se dire: «Si je ressens ça, c'est que j'ai la conscience de le ressentir, j'ai cette prise de recul, donc je ne suis pas dans la maladie. Je suis encore plus forte qu'elle, mais attention, je sais qu'elle est pas très loin et qu'elle me regarde». oui. Ouais, ouais. Mais ouais, moi, c'est pour en revenir à la connexion aux émotions. Enfin, et ça, c'est pareil aussi. Quand maintenant, tu vois, donc ben, les émotions positives, enfin agréables, on va dire. Donc tu vois, pleurer de joie, pleurer de beauté, pleurer devant un paysage, quoi, pleurer d'amour. Le truc de la maternité, c'est vraiment ça en ce moment, c'est qu'il y a eu il y a plusieurs fois où l'idée d'avoir cet être à protéger, cet être de moi, et j'ai senti l'émotion venir. J'ai là, mais d'où ça vient, quoi? Mais bref, hein,
pleurer d'amour, pleurer de beauté, ça m'était jamais arrivé avant et c'est tellement beau que du coup, quand je ressens aussi les émotions pas agréables que je ne ressentais pas avant, la colère, la tristesse, du coup maintenant aussi j'ai les sautes d'émotion, sautes d'humeur, pardon. Saute Moi, d'humeur. j'ai les sautes d'humeur parce que vu que j'avais pas de règles, moi j'avais aucune saute d'humeur, je savais pas du tout ce que c'était. Oh putain, maintenant je connais, tu vois. Donc tout ça, même si c'est moins agréable, quand même, à chaque fois je me dis mais Myriam, savoure quoi, savoure. Pendant 20 ans, t'as rien senti. Savoure, c'est ça être vivante quoi. Et c'est vrai que du coup, je pense que c'est ce qui m'aide à plutôt bien, à être plutôt bien avec mes émotions parce que je dis souvent, en fait, c'est presque comme si j'avais entendu parler des émotions. Parce qu'en plus, j'ai une maman très hippie et tout, donc très développement perso, donc j'ai entendu pendant des années et des années comment il fallait embrasser ses émotions, tu vois, ne pas essayer de les repousser et tout. Enfin, moi, ça me semblait une très jolie théorie, mais je comprenais pas du tout de quoi on parlait puisque je ne ressentais rien. Et donc, le jour où j'ai fini par commencer à sentir des émotions, j'ai fait « Oh my God, c'est ça, tu vois, c'est ça ». Donc, je savais, on va dire, c'est presque comme si je savais comment faire. Je me souviens, les premières fois, tu vois, une genre sensation bizarre dans mon corps et tout, j'ai envie de faire la gueule, je me dis « Qu'est-ce qui se passe ?» Et là, je me dis oh, « Putain, une émotion, c'est ça qui est en train de se passer, tu vois, c'est ça, merde !» Et du coup, j'ai vraiment pris l'habitude dès le début, ok, alors c'est quoi? Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que je suis frustrée? Et vraiment prendre le temps à chaque fois au lieu de partir dans ma tête oh, c'est à cause de ceci, c'est à cause de cela, c'est à cause non, juste dans le corps, comment je le sens, qu'est-ce que ça fait dans mon ventre, dans mon torse, dans mon cœur, et vraiment plus de connecter aux sensations physiques. Et moi, je pense que c'est vraiment un des meilleurs moyens pour réussir à bien processer ces émotions désagréables, c'est sensation physique. Reste sur la sensation physique, ne pars pas dans ta tête qui va expliquer que c'est à cause de ceci, à cause de cela, parce qu'on a plein d'émotions, c'est notre cycle hormonal, ou dans mes croyances à moi, les vies passées. On est aussi connecté à bien plus loin dans notre lignée et on peut se taper des émotions qui n'ont pas de raison dans notre présent. Et moi, je pense que c'est un peu un des problèmes, c'est que quand on a une émotion, notre mental, il dit, il y a une raison. Il y a une raison. Donc, du coup, on va chercher et ça peut nourrir l'émotion, enfin le sentiment du coup pendant très 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 longtemps, bien plus longtemps que l'émotion qui est normalement juste un cocktail chimique. L'émotion, c'est assez rapide. Normalement, c'est 2-3 minutes de chimie dans ton corps et après, c'est que ton mental qui continue à faire tourner la machine, quoi. Donc pour moi, revenir au corps, aux sensations du corps, pas forcément essayer de comprendre, ça aide à l'émotion, elle passe beaucoup plus vite. Ouais, parce que sinon, encore une fois, on se remet dans le mental et c'est encore notre cerveau et notre tête qui va repartir dans les ruminations et encore une fois, du coup, si on est trop dans la tête, on n'est plus assez dans le corps et on bloque l'émotion. Elle se bloque, elle n'est plus vécue. Mais c'est important, effectivement, c'est important ce que tu dis parce que, en fait, c'est presque trop facile maintenant de vouloir analyser tout. C'est un peu une porte de sortie trop, trop simple et en même temps, on est tellement appelé à ça. On est dans une société où on a besoin de tout comprendre, de tout savoir sur tout, de tout comprendre, de tout analyser pour tout optimiser. En fait, c'est ça, c'est toute cette notion de la productivité, mieux faire les choses, plus faire de choses, toujours mieux comprendre, toujours aller plus vite. Mais au bout d'un moment, en fait, ce qu'on a vraiment besoin de comprendre de pourquoi là on est en colère, il y a des choses des fois qui sont chroniques. Au bout d'un moment, si on veut s'en détacher, effectivement, c'est intéressant de comprendre. Et je vais pas me le cacher. Moi, étant naturopathe, c'est mon objectif et le but ultime de ma pratique, c'est de comprendre les causes des symptômes. Donc, il y a quand même l'analyse et la compréhension derrière. Mais on parle de choses qui sont potentiellement chroniques. Au bout d'un moment, une émotion, comme tu dis, c'est un messager chimique qui vient et qui a besoin juste de passer, en fait. Il faut que ça passe. Et des fois, il n'y a pas besoin de forcément comprendre pourquoi là, ça passe tout de suite maintenant, en tout cas. Juste, voilà, ça, on laisse Absolument. passer. Et voilà. Oui, oui. Je précise ça souvent, c'est-à-dire que bien sûr qu'il y a des émotions, des situations dont on a besoin de parler, d'analyser et de comprendre. Mais clairement, moi, surtout, en fait, maintenant, je suis vraiment aussi beaucoup plus... je connais bien mon cycle, donc je connais bien aussi comment ça fonctionne. Et du coup, je suis beaucoup plus gentille avec moi. Voilà, quand je vois que ça va bientôt être mes règles, tu vois. En plus, je le sens maintenant aussi quand j'ovule.
Donc voilà, il y a des moments où je sais que là, mes émotions, elles vont partir un peu en couille. Donc il y a peut-être des trucs où j'ai pas forcément besoin d'essayer d'expliquer, quoi. Et voilà, parce que je le sens que c'est ouais, c'est juste c'est mon cycle ou ce que tu veux, mais que je sens que ça a pas vraiment de sens en fait. Je vois que mon mental, il a envie de trouver des raisons, mais qu'en fait, si je me pose, si je respire un peu, je suis là, mais en fait non. En fait, non, il n'y a pas vraiment de raison de mettre un drama ici. C'est juste, c'est très simple. C'est juste mon corps qui m'envoie un shoot hormonal. Enfin voilà, en tout cas, ouais, on va dire une certaine chimie. Et donc, respire, reste dans moi. En plus, du coup, ben, je suis quelqu'un de très sociable, mais du coup, enfin, naturellement, quand je sens cette émotion venir, je vais me mettre dans mon coin. Je sais que là, je veux parler à personne, je veux voir personne. Et quand ce sera passé, je me sentirai mieux. Enfin, je pourrais aller chercher un câlin, voilà. Mais là, pour le moment, j'ai même pas envie d'un câlin, même pas tu me touches. Mais en fait, c'est ça parce que j'ai beaucoup de femmes qui me disent: «Alors, c'est normal que pendant ma phase menstruelle, je sois, ronchon, en colère et cetera et que mon mari ou mon conjoint me dise, "Oh là là, tu vas avoir tes règles, tu es vraiment désagréable"». Et donc à cette question, je réponds: «Oui et non, en fait». C'est pas le fait qu'on s'apprête à saigner qui nous rend, qui nous fait enfin, qui fait qu'on est une mauvaise personne, qu'on est, en colère, triste et cetera. Non, ça, ces comportements qu'on peut avoir de manière un peu plus excessive pendant cette période-là, en tout cas, on nous fait le ressentir, c'est parce qu'on se suradapte. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à écouter vraiment nos fluctuations d'émotions qui sont en lien avec les fluctuations hormonales et dans ce cas précis, la chute des hormones qui induit derrière la sécrétion de l'endomètre et donc les menstruations. Et cette chute hormonale, effectivement, elle nous amène à un besoin d'introspection, de plus de solitude. On peut très bien être une personne sociable et pleine de joie et d'engouement. Néanmoins, cette chute hormonale qui est très physiologique, elle nous amène à ce besoin d'introspection, d'être tranquille, tout seul, calme, avec des choses routinières, sans réflexion derrière, etc. Sauf que si jamais on ne s'autorise pas à s'écouter, à écouter ce besoin du corps, et bien forcément, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans l'adaptation, voire la suradaptation. On continue à vivre une vie comme avant, mais avec un état physique et émotionnel qui est lui différent à l'instant T. Et c'est ça, ce décalage entre ce que l'on est à l'instant T et ce que l'on fait réellement pour convenir à tout le monde, qui fait que finalement, on est en colère, on n'est pas bien dans nos baskets, etc. En fait, c'est qu'une conséquence qui montre qu'on s'est suradapté. Et effectivement, cette période menstruelle, elle est absolument incroyable. Et moi, maintenant que j'ai aussi retrouvé un cycle, je me dis, mais c'est à chaque fois une aubaine, parce que je me dis, bah, c'est enfin le moment où je vais vraiment prendre soin de moi, je vais vraiment dire à tout le monde, laissez-moi tranquille. Et si je m'autorise à ça, enfin, si je m'autorise à faire ça, je sais que 5 jours plus tard, je vais naturellement être beaucoup plus joviale dans l'extériorisation, etc., quoi. Parce que je me serais vraiment autorisée en amont et pendant la phase menstruelle ce retour au calme dont j'avais besoin. Ouais, c'est génial que tu me dises ça. Tu vois, on m'avait jamais expliqué ça comme ça, mais ça fait beaucoup sens. Et je pense que oui, naturellement, c'est vraiment ce que je fais, quoi. Et mon mec, il a compris, il le sait très bien. Et puis, c'est aussi quelqu'un qui est très, très in tune avec ses émotions. Voilà, il sent bien ses émotions. C'est quelqu'un qui pleure facilement. Pas pleurer, mais il va avoir les larmes aux yeux. Vraiment, les larmes aux yeux, tu le vois, quoi. Très, très, très facilement. Plusieurs fois par jour. Que ce soit pour des raisons, pour des émotions désagréables ou des émotions agréables. L'un ou l'autre. Donc moi, ça a été un cadeau de la vie, hein, d'avoir un mec qui est aussi relax et confortable avec le pleur. Et donc du coup quand j'ai mes règles ou enfin plutôt genre quelques jours avant mes règles et si j'ai des moments où je pleure, il y a pas de raison, enfin tu vois, où juste je pleure, quoi, il va pas venir me demander pourquoi. Enfin, il va me demander est-ce que tu veux de la présence, est-ce que tu veux que je sois là, est-ce que tu veux un câlin, mais il sait que si j'ai juste envie de pleurer là, parce on est en vadrouille, donc on est souvent l'un sur l'autre, on n'a pas beaucoup d'espace. Il sait que même quand on vivait en van, tu vois, si je veux juste être sur mon siège du van à pleurer dans ma bulle, et lui sur l'autre siège, il peut me laisser ma bulle, quoi. Il sait qu'il n'y a pas de problème. Il n'a pas de problème à me voir pleurer. Je pense que c'est parfois un problème là où c'est compliqué en couple,
c'est que les hommes peuvent parfois être très inconfortables avec les émotions et avoir du mal à sentir qu'ils peuvent pas aider leur femme qui est là maintenant alors qu'en fait, il faut qu'ils comprennent qu'il y a des moments où juste, voilà, il y a du pleur, où il y a de l'émotion et que faut laisser le temps. Moi, c'est vraiment ça. Il sent très bien mon énergie. C'est-à-dire que parfois, je vais le voir, tu vois, il vient voir si mon énergie est retombée ou pas. Et quand il le sent, il me fait « Do you want a hug ?» Et là, je fais « Oui, je veux bien un câlin maintenant, c'est bon. » Donc, ouais, non, c'est cool. C'est vraiment sympa quand t'es avec un partenaire où l'un et l'autre, on comprend bien nos états d'âme, même sans parole, tu vois, et on laisse l'espace pour l'un et pour l'autre. Parce que les mecs, ils ont peut-être pas de cycle hormonal, mais bon, ils ont leur moment quand même, quoi. Moi, il y a des moments où je vois que là, il est stressé. Voilà, donc c'est important que ce soit pas l'un qui fait plus l'effort que l'autre, parce que c'est là où ça peut devenir toxique. Mais quand c'est une balance, c'est fait naturellement, tu vois. Quand les jours où il est dans le mou, bon ben voilà, je vais faire attention. Et les jours où moi je suis dans le mou, ben il va faire attention. Voilà, et ça se fait. Les hommes sont également traversés par, plein de messages chimiques que sont les hormones, hein. C'est juste qu'ils sont un petit peu moins cycliques que nous, puisque nous, on a quand même des cycles qui sont relativement courts. On vit les 4 saisons, sur, quelques jours à quelques petites semaines. Sauf que les hommes, c'est plus en continu, mais ils sont eux-mêmes traversés par énormément d'hormones. Donc ils ont aussi, cet impact-là sur eux. Donc voilà, faut bien avoir à l'esprit on fait on fait souvent la comparaison entre le cycle hormonal de la femme, les 4 phases du cycle et les 4 saisons. Et en hiver, on n'empêche pas un arbre de laisser tomber ses feuilles, hein. On le laisse. Donc pareil pour la femme, il faut s'autoriser à vivre chacune de ces phases. Et on sait que c'est cyclique. Donc après, la fin d'une phase correctement vécue fait place à une nouvelle phase, tout simplement. J'ai envie de dire tout simplement, entre guillemets. Alors, pour tranquillement terminer notre échange, je sais que tu as beaucoup insisté sur le fait que bah, tu étais une femme complètement coupée de tes émotions, vraiment sans couleur, j'ai envie de dire, à plat, quoi. Et maintenant, tu es une femme pleine de vie, qui vit des sautes d'humeur, pleine d'émotions. Tu t'es complètement, ce que tu dis en général, reconnectée à ton féminin, comme tu l'as mentionné dans ton témoignage. Euh, Comment aujourd'hui concrètement, en fait, tu honores ton corps de femme? Alors ça aussi, ça a été une étape, c'est de prendre soin de moi. Parce qu'effectivement, moi, j'avais pareil cette vision hyper sexiste en vrai de non mais attends, c'est un truc de nana de prendre soin de soi. Moi, je suis pas comme ça, nanana. Donc moi, j'ai toute ma vie d'adulte avant de me mettre avec mon mec lui prend bien plus soin de son corps que moi. Donc j'avais jamais eu d'après-shampoing et jamais eu de lotion pour le corps. Je là franchement rien à foutre, j'ai un gel douche, un shampoing, basta et un crayon noir pour les yeux, c'était mon truc. Avec beaucoup de jugement des autres femmes d'ailleurs, hein, évidemment. Maintenant je le vois. Et en fait, ben ouais non non mon chéri, il a des merveilleuses boucles donc il met du conditioner pas de L'après-shampoing? l'après-shampoing. Ouais voilà, Ah, c'est un mais peu celui que tu laisses voilà. ah. Donc voilà, il met de l'après-shampoing, enfin il met des trucs sur ses cheveux. Il a aussi évidemment la meilleure, enfin il aime bien les lotions pour le corps de qualité et tout. Et il m'a dit un jour, mais c'est pas superficiel de s'occuper de ton corps, enfin c'est ton vaisseau pour toute une vie quoi. T'as envie qu'il continue en bonne santé quand même, tu vois que je sais pas, c'est pas superficiel. Et en fait, je pense que j'avais besoin que ce soit un mec qui me dise, et un mec masculin, quoi, qui me dise, mais c'est pas superficiel, meuf, c'est normal. Parce que j'étais tellement formatée par notre putain de société mais c'est un truc de nana de prendre soin de soi, et c'est forcément superficiel, et tu vois, que ouais, non, avant, non, mais je pense que ça va aussi avec j'avais une très forte confiance en moi, mais j'avais pas tellement d'amour de moi. J'avais pas tellement d'amour de moi. J'aimais la Wonder Woman que j'arrivais à montrer au monde, mais le moi derrière, je sais pas tellement qui j'étais, et puis j'aimais pas ça. Je pouvais aimer que l'image que j'arrivais à donner, très forte et bien maîtrisée. Donc maintenant, voilà. Donc maintenant, alors j'aime pas trop les produits de beauté par contre, c'est pas trop mon truc, mais j'aime bien faire des masques maison. Donc là, je me suis même acheté de l'huile de ricin pour que mes cheveux prennent en force. Donc voilà, je me fais des masques à l'huile, tu vois, jaune d'œuf, huile d'olive, voilà, je mets des trucs comme ça sur mes cheveux.
Et j'aime bien aussi me faire des masques pour le visage, pareil, que maison. Donc je fais yogourt, café ou banane turmeric. Enfin voilà, tu vois, je me suis trouvé des petites recettes sur Google et donc ça m'amuse. Et du coup aussi, j'ai quand même une routine physique avec, j'ai ma petite routine de yoga que je fais pas tous les jours, surtout quand on est en mouvance comme ça. Là, ça va faire du bien de se poser. J'ai envie d'avoir une routine, j'ai envie de pouvoir mettre en place des choses que je fais tous les jours, tu vois. Et ouais, méditer, yoga, c'est clairement c'est deux choses que j'aime bien garder, ouais. Et c'est du self love, c'est sûr. Ça fait vraiment beaucoup de bien. Et là, je me dis, du fait qu'on va pouvoir s'arrêter un peu, j'aimerais bien reprendre des cours de danse. La danse, c'est le grand fil rouge de ma vie. Et voilà, j'ai envie de m'y remettre. Et puis, je pense que j'ai envie de créer des connexions aussi. Parce qu'on est on est tous les deux tout le temps ensemble. Donc, quand on va de rouille, on voit des copains autour. Mais là, je pense qu'il est temps de créer de nouveaux cercles d'amis aussi, voilà, d'ouvrir un vrai nouveau chapitre, hein. C'est vraiment là ce qui se passe. Donc c'est excitant. Et ouais, c'est, je pense que c'est aussi une des façons sur lesquelles je prends soin de moi. Voilà. Ça passe pas que par le corps. Non, 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 non. Et puis j'ai aussi, tu vois, je vais peut-être terminer là-dessus sur la reconnexion au féminin. Donc je fais partie maintenant d'un groupe de femmes depuis un petit moment. Et en fait, au long du process, j'ai, on va dire, un vieux trauma qui m'est revenu, un trauma sexuel, quelque chose que j'avais complètement oublié. Et je pense que ça, en fait, ça m'est revenu parce que c'est des vieux écrits de vieux de 12 ans qui sont revenus, un copain de quand j'étais ado qui a retrouvé ça chez ses parents, enfin un truc incroyable, où je parle de l'abus sexuel dedans. Et, euh, et je me dis, et donc ces écrits qui réapparaissent 12 ans plus tard, au moment où je commence à être dans un groupe de femmes, je pense qu'en fait c'est aussi lié. Je pense que c'est moi participer à ce groupe de femmes et les écouter parler de leurs expériences, de leurs traumas, de leurs blessures, et de les voir tellement fortes en même temps, tellement, tellement fortes. Je pense que ça m'a autorisé moi-même, une partie de mon subconscient, à accepter que oui, j'ai été victime d'un abus sexuel. Oui, ça a certainement influencé beaucoup de comportements hyper toxiques. Mais oui, c'est aussi le moment que j'aille regarder ça. C'est aussi ça, je pense que reconnecter à mon féminin, en tout cas dans l'année passée, ça a été ça. Ça a été, OK, il y a quelque chose à aller soigner ici. Et c'est quelque chose que je ne pouvais pas voir avant parce que je pense que j'étais incapable, je sais pas, peut-être de voir ces blessures que j'ai pas voulu regarder pendant, tu vois, de me rendre compte que putain, j'ai été tellement dure avec moi, j'ai été tellement, ouais, dure. J'en ai oublié ce qui s'est passé, tu vois, pour pas avoir à affronter les émotions qui allaient avec. C'est ça, je pense que ce genre d'amnésie, l'amnésie traumatique, c'est parce on veut plus gérer les émotions qui vont avec. Et donc là, maintenant, bah ça y est, je pense que je suis capable, je peux. Allez, on va aller bosser là-dessus, quoi. Ouais, ça fait partie du deuil au final aussi de certaines parties de sa vie, hein. L'amnésie traumatique, c'est le cerveau qui chante une partie qui est trop compliquée à vivre en fait, et analyser, à comprendre, et du coup il le passe à l'oubliette. Pour autant, ça crée des blocages derrière, quand même. Oui, bah ma Mmh. boulimie, je pense que, enfin, je disais souvent ma boulimie est sûrement très connectée à mes excès sexuels depuis que j'ai comme ma vie sexuelle a commencé sur les chapeaux de roue. J'ai vraiment dès 14 ans, j'étais là mais je vais tous vous niquer, je les emmerde, je fais ce que je veux. Donc j'ai vraiment eu une vie sexuelle très bizarre et excessive hyper jeune. Euh, et donc je me disais, j'ai toujours dit que c'était très en lien avec ma boulimie, tu vois, mes désordres alimentaires vont aller sûrement avec tous mes désordres sexuels. Mais là, maintenant, je vois que bien avant ça, il y a eu un truc à la base, en fait. Donc, ouais, il y avait un truc à la base. Maintenant, je me dis, ah oui, mais c'est peut-être pour ça que je suis partie en live à la fin du collège, quoi, tu vois. Il y a peut-être un truc qui s'était passé avant. Ben, voilà. Alors on arrive tranquillement à la fin de l'épisode. Merci encore une fois, Myriam, d'avoir, partagé, un gros moment de ta vie et toutes tes prises de conscience. Je t'ai posé des questions, mais là j'aimerais que ce soit toi qui, termine l'épisode.
Est-ce que tu as une question que tu aimerais poser à nos auditrices qui nous ont écoutés jusqu'à cette minute et seconde? Mmh. Eh ben, je leur demanderai une question ou peut-être d'imaginer où ils ou elles seraient dans leur vie, dans leur projet, euh, si s'ils arrivaient à enlever les croyances limitantes, les choses les petites voix dans la tête qui disent ah non ça c'est pas possible, non ça c'est pas possible. Et voilà, et juste d'imaginer où comment serait la vie sans ces petites voix qui nous disent que c'est pas possible, alors qu'au fond, très au fond dans notre cœur, on sent que c'est possible. Et est-ce que tu aurais une astuce pour essayer d'imaginer ça? Est-ce que ça peut passer par l'écrit, par le dessin? Est-ce que ça doit rester dans le mental? Tu aurais un Alors, conseil moi, pour faire ça? j'aime beaucoup l'écrit. J'aime beaucoup l'écrit. Ah ben, écoute, moi, ben, j'ai écrit un livre d'ailleurs, et mon livre, c'est mon avatar, Solar Rose. Donc, elle part voyager parce qu'elle a une amnésie. Je ne savais pas d'ailleurs que j'avais une amnésie quand j'ai écrit ça à propos d'elle. C'est très drôle. Mais bref. Donc, mon avatar, elle part voyager parce qu'elle a oublié toute son histoire, toute sa vie. Elle sait pas qui elle est. Elle a aucune idée de ce qui s'est passé. Elle s'est juste réveillée dans une maison bizarre. Bref. Donc, elle part voyager pour retrouver son histoire. Et moi, je suis partie voyager pour me sortir de mes troubles du comportement alimentaire, pour trouver une solution à ma boulimie. Donc, le travail de l'avatar a été tellement, tellement, tellement thérapeutique. Solar Rose, je lui ai fait vivre des choses dans son monde à elle, mais inspiré de ce que je vivais moi. Et ça a été vraiment, vraiment, vraiment thérapeutique. Et donc, voilà, peut-être que je peux conseiller ça pour les gens. D'ailleurs, je commence à animer des ateliers d'écriture thérapeutique sur le thème de l'avatar, d'ailleurs, via Zoom. Faut que je communique dessus, mais ça va se faire. C'est-à-dire, tu crées ton avatar, donc tu vraiment prendre un temps d'abord pour bien le décrire, son apparence physique, sa personnalité, qu'est-ce qu'il ou elle aime faire. Voilà, est-ce que vraiment imagine bien cet avatar qui est toi quand même, mais dans un autre, tu vois, c'est toi, mais pas vraiment toi, évidemment. Tu peux aussi prendre un bon temps pour imaginer son monde. C'est bien de vraiment mettre en place dans quelle sorte d'univers tu as envie de faire évoluer ton avatar. Est-ce que ça se passe dans le passé, dans le futur, dans un autre monde, dans un autre pays? Mets bien tout ça en place, pose-le bien à l'écrit. Et là, après, une fois que tu as vraiment bien l'idée, tu visualises bien le monde dans lequel tu vas faire évoluer ton avatar et lui-même, enfin la caractère, la personnalité de ton avatar, là, tu peux commencer à t'amuser. Écrire une petite scène, juste... et en fait, c'est parce que là, le côté, l'aspect créatif du fait que tu écris, mais t'es pas juste en train de faire un travail de journaling, tu vois, t'es pas juste en train de réfléchir sur toi-même. Tu t'amuses à inventer des choses pour ce personnage, donc t'es vraiment dans l'imagination, mais t'es connecté à ta vie, à tes ressentis, à tes émotions, parce que c'est ce que tu utilises en matière première pour créer les petites scènes de sa vie. Et ça peut être hyper fort. Mm. Bah, écoute, tu me diras quand est-ce que tu lances tes ateliers parce que moi, ça m'intéresse fortement. Donc, Ça marche, bon, bah, je veux bien nickel. être l'une des participantes pardon, de ton prochain atelier. Cool, parfait. Merci. Est-ce que tu as des liens particuliers que tu souhaites que je partage, que l'on partage maintenant, si on veut te retrouver justement, faire connaissance avec toi, découvrir, tu as parlé de ton livre Solar Rose, tes ateliers d'écriture, voilà. Est-ce que tu as où est-ce qu'on peut te retrouver en fait? Ouais. Eh ben, donc oui, j'ai la page Instagram de mon podcast Croquer la vie. Donc je te l'enverrai, c'est Croquer la vie, tout attaché, mais avec les tirés du bas devant et derrière. Donc Croquer la vie, entouré des tirés du bas. Donc ça, c'est la page de mon podcast. Donc là, je suis un peu en stand-by, mais je vais recommencer le podcast dès qu'on sera bien stabilisé. Donc sur cette page, je vais communiquer sur les ateliers d'écriture qui vont arriver et tout ça. Donc voilà, vous aurez mes actus. Et si tu veux, je t'enverrai le lien Fnac pour acheter mon livre. Parce que oui, j'ai pas précisé. Donc il y a la fiction de Solar Rose et dans ce tome 1, la fiction est intercalée avec mes journaux de boulimie. Donc peut-être que les gens de ton podcast seront intéressés parce que oui, au bout d'un moment, en fait, c'est juste
j'avais ces journaux que j'avais écrits en voyage, tu vois. Donc, je pars en Inde avec ce grand truc de je vais me sortir de la boulimie et ça ne fonctionne pas. Et après, je voyage l'Amérique latine. Bon, bref. Donc, il y a mes journaux de voyage où je parle de mon problème de boulimie et comment j'essaye de m'en sortir durant le voyage, qui sont mis en parallèle avec le voyage de Solarose. Voilà. Donc, ce tome 1, je te mettrai le lien. Il est en e-book ou en version papier. Mais la version papier, il faut la commander et après, tu le reçois à la Fnac ou chez toi. D'accord, ok. Moi, je mettrai tous ces liens en description de l'épisode pour les personnes que ça intéresse. Eh bien, merci beaucoup Myriam. Je te souhaite une très très belle continuation dans tes beaux projets, dans ta création de petites routines à Denver. Ce sera Denver du coup ton lieu de Carrément, oui. stabilisation. Ok. C'est ça, ouais. Profite bien et puis peut-être à très vite lors d'un prochain atelier. Ouais, carrément. Merci beaucoup pour l'invitation, Alexandra, et je te souhaite plein de belles choses aussi. À bientôt.